l'affaire dite de Teuf. L'affaire de Teuf est une affaire qu'on a très souvent surinterprétée. Robespierre, dans cette affaire, défend un cordier qui a été accusé à tort d'avoir dérobé un peu plus de 200 livres à un riche monastère des environs, le monastère d'Anchin. En fait, ce cordier était absolument innocent, on l'avait simplement accusé à tort parce que le trésorier de l'abbaye, qui était indélicat, voulait cacher ses détournements et avait accusé un cordier des environs d'avoir dérobé l'argent que lui-même avait dépensé. Robespierre défend l'affaire, il défend l'affaire en demandant une indemnisation à la hauteur du préjudice pour celui qui a été accusé à tort, et il va finalement réussir, à l'issue d'une négociation avec la partie adverse, à obtenir ce qu'il demande en 1786. Alors cette affaire, elle a souvent été surinterprétée parce qu'on a jugé que l'affaire montrait que l'homme s'en prenait à l'église, s'en prenait au monastère, et qu'il avait, à partir de ce moment-là, entre 1784 et 1786, une odeur un peu de soufre, qu'il se mettait un peu au banc de la société arageoise et qu'il rompait finalement avec ses contemporains. En fait, pas du tout. Lorsqu'on regarde la correspondance que l'on a gardée de cette époque, on a notamment des lettres qui datent de 1786 et qui évoquent le succès public de Robespierre dans cette affaire, on s'aperçoit que le public était globalement tout à fait favorable à De Teuf et n'a pas du tout vu dans la défense de cet homme une attaque contre l'Église, mais simplement la volonté de défendre l'innocence et surtout d'indemniser l'innocence, ce qui était l'une des revendications du mouvement pour la réforme de la justice dans ces années 1770-1780. Robespierre va défendre beaucoup d'autres affaires, j'en signale simplement quelques-unes. Une qui n'est pas très connue, qui est l'affaire Page. L'affaire Page, c'est l'affaire d'un couple qui a été condamné pour prêt à intérêt. Le prêt à intérêt est interdit à la fin de l'Ancien Régime. Robespierre les défend, et par la même occasion, il défend l'idée qu'il faut autoriser le prêt à intérêt. Il se repose sur Turgot. Là aussi, on voit que c'est l'homme des Lumières qui parle. Il veut faire évoluer le droit en même temps qu'il veut défendre certaines causes en justice. Et puis une cause très connue aussi, l'affaire Dupont, en 1789. Dupont a été enfermé pendant 12 ans par lettre de cachet, à la demande de sa famille, qui voulait éviter de partager les biens de différents héritages avec lui. Et une fois que cet homme est libéré, Robespierre le défend, il va demander une indemnisation à la hauteur de l'incarcération qu'il a subie, 12 ans, alors qu'il n'avait absolument rien fait. Bon, il buvait un peu, et pour demander la lettre de cachet, les membres de la famille avaient insisté là-dessus, en le présentant comme un ivrogne, mais on s'était bien rendu compte, après son incarcération, qu'il s'agissait surtout de l'exclure de différents héritages auxquels il avait droit. Et en fait, au travers de ces affaires, ce que l'on voit, c'est qu'on a affaire ici à un avocat, et un avocat des Lumières, un avocat des années 80, comme on en rencontre beaucoup à Paris, comme on en rencontre un peu moins en province, un homme qui est là pour faire son travail d'avocat, et pour défendre ses clients, bien sûr, mais aussi un homme qui est un homme de lettres, un homme attaché à la lutte contre ce qu'il appelle les préjugés. C'est un mot qui revient très souvent, c'est un véritable leitmotiv dans ses textes. Il parle sans cesse des préjugés qu'il faut faire tomber, et les préjugés, ce sont les entraves à l'évolution de la société qu'il dénonce. L'interdiction du prêt à intérêt, par exemple, pour lui, c'est un préjugé. L'interdiction pour les femmes d'entrer dans les académies, c'est un préjugé. Et il le dénonce également. L'absence de droit pour les bâtards, pour les enfants naturels, c'est un préjugé, et il le dénonce également. Il y a là toute une série de combats qui sont des combats académiques. Il n'est pas exceptionnel dans ce domaine. Beaucoup d'hommes de lumière, dans les années 70-80, défendent ce type de cause, mais il est l'un de ceux qui défendent ce type de cause avec le plus d'ardeur à Arras. Et dans le vocabulaire qu'il emploie à l'époque, il y a deux mots qui reviennent très fréquemment, c'est liberté et bonheur. Liberté et bonheur, deux mots qu'il associe très souvent, et qui sont des mots-clés des Lumières, là encore, quelque chose qui n'est pas exceptionnel, mais qui montre bien la mentalité de ce jeune avocat arageois dans les années 1780. Et finalement, la grande rupture dans sa vie, c'est 1789, et la réunion des États généraux. 1789, c'est à ce moment-là, vraiment, qu'il va rompre avec une partie des élites arageoises par ses choix politiques qui vont être des choix politiques là forts,
avec une volonté de rupture avec le monde ancien qui va s'affirmer de manière très nette. Il refuse les structures politiques telles qu'elles existent, notamment dans les provinces. Il refuse ces États provinciaux qui sont des espèces de petits parlements locaux où la noblesse et le clergé détiennent l'essentiel du pouvoir. Il refuse également ces cours de justice qu'il a servi quelque temps en tant qu'avocat, mais qu'il considère comme trop présentes dans la vie politique. Et il va défendre à partir de ce moment-là la souveraineté nationale, qui devient l'une de ses valeurs essentielles. Il rompt avec les élites qu'il a longtemps fréquentées, et il est certain, comme d'autres contemporains, que 1789, c'est une rupture essentielle qui doit réussir, au risque de maintenir, et les mots sont forts à l'époque, au risque de maintenir le despotisme et l'esclavage des populations pendant encore des siècles. Et il écrit notamment ceci, pour montrer l'enjeu de 1789, il écrit « Quel sera le prix de ce combat ? Le salut, la gloire, le bonheur des générations présentes et des races futures, ou leur humiliation, leur servitude, leur misère éternelle. » On est là dans un discours politique qui se rapproche un petit peu de la conception qu'avait Rousseau de la liberté. Rousseau explique que lorsque le peuple s'élance vers la liberté, il n'a qu'une chance. Ou bien il atteint cette liberté, ou bien il la perd pour toujours. Et beaucoup d'hommes de 1789 ont exactement la même conviction. Ils sont persuadés que la révolution, il faut la réussir tout de suite, ou y renoncer définitivement. Et le personnage devient, lorsqu'il est élu député, lorsqu'il va d'abord à Versailles, puis lorsque l'Assemblée ira à Paris, c'est un député qui prend des positions qui sont souvent des positions très fermes. Ce n'est pas un homme de compromis. Les principes, il les veut entièrement. On ne discute pas avec les principes. Et cette fermeté que l'on aperçoit chez les politiques, dès 1789, va très vite créer une fracture dans la manière dont on va l'apercevoir. Dès 1790, on commence à l'appeler l'incorruptible. L'incorruptible non pas simplement parce qu'on ne peut pas l'acheter, mais l'incorruptible parce que c'est un homme qui, lorsqu'il a des principes et lorsqu'il affirme des principes, ne revient jamais sur eux. Et n'est pas intéressé par le pouvoir, par les places, rien ne l'achète. Pas l'argent, bien évidemment, mais pas le reste non plus. Mais à l'opposé, il y a ceux qui l'appellent le fauteur d'anarchie, c'est-à-dire l'homme qui défend l'indéfendable, qui défend le peuple lorsqu'il se soulève, qui justifie des têtes coupées au 14 juillet. Il prend des positions qui choquent beaucoup de contemporains. Et on a cette vision tout à fait duale du personnage, avec d'un côté celui qui est montré comme un modèle de vertu politique, et de l'autre côté, celui qui est avant tout un homme du désordre. Et je citerai notamment un petit poème qui circule à ce moment-là dans la presse contre-révolutionnaire, et qui assimile Robespierre, on ne sait pas trop comment il s'appelle au début, on l'appelle Robert, Robespierre, Ravespierre, etc., et qui l'assimile en fait à Robert François Damien, qui a tenté d'assassiner Louis XV en 1757. Et certains lui trouvent un lien de parenté avec Damien, avec un régicide. En fait, c'est un régicide en puissance. On le compare à Damien, on va le comparer aussi parfois à Ravaillac. Et dans la presse contre-révolutionnaire, on écrit notamment ceci: « Ne croyez pas que Robert Pierre, comme on le dit, soit né de rien. Il appartient par madame sa mère à feu Robert François Damien. » Donc on lui trouve un lien de filiation avec un régicide. Alors c'est pour rire, bien sûr, enfin, ça fait rire ceux qui n'aiment pas le personnage, bien évidemment, mais il y a là une image du personnage qui commence à apparaître, et qui commence à apparaître très tôt, dès l'époque de la Constituante, qui est une époque finalement assez calme. Si vous passez l'été 1789, par la suite, il n'y a plus tellement de têtes coupées. Et pendant 2-3 ans, la Révolution est une révolution sans effusion de sang majeur. La violence, elle interviendra surtout à partir de l'été 1792. Mais c'est un homme qui prend des positions très franches. Et déjà à l'époque, c'est un démocrate. C'est un démocrate, comme d'autres, comme Buzot, comme l'abbé Grégoire, comme Pétion. Et finalement, c'est David, dans le Serment du Jeu de Paume, qui est un grand dessin qui est exposé au Salon de 1791, dessin très connu, qui le représente comme on a dû l'apercevoir et comme on a dû se le représenter en 90-91. Il le représente comme un homme qui est les mains sur la poitrine, le regard vers le ciel, quelqu'un qui paraît s'engager totalement, qui paraît être prêt à donner sa vie pour les idées qu'il défend,
Et il parle souvent effectivement de sa mort dès 1789, il parle de son sacrifice possible pour les idées qu'il défend. Donc ça c'est aussi l'héritage antique, bien évidemment, avec tous ces personnages fameux de l'Antiquité comme Brutus qui étaient morts pour leurs idées. Il y pense, et David le représente de cette manière-là. Et c'est vrai qu'il défend des idées qui sont des idées très fermes. Il va défendre l'idée de la souveraineté nationale, il va défendre l'idée de l'universalité des droits de citoyens, il va se prononcer en faveur des droits de citoyens pour les protestants, ça tout le monde est d'accord à l'Assemblée nationale, se prononcer aussi pour les droits de citoyens pour les juifs, ça pose un peu plus de problèmes à certains hommes de l'époque, et il faudra d'ailleurs attendre plusieurs mois plusieurs mois après la prise de position de Robespierre pour voir effectivement tous les juifs de France obtenir ces droits de citoyens. Il s'oppose aussi à l'instauration d'un cens, c'est-à-dire à l'attribution du droit de citoyenneté uniquement à ceux qui paient un minimum d'impôts fixé par la loi. Et il y a là un sujet d'opposition très fort avec Robespierre. C'est aussi un homme qui s'oppose à l'idée que l'esclavage puisse être inscrit dans la Constitution. En 1791, en mai 1791, à un moment, il y a un débat à l'Assemblée où certains proposent de mettre dans la loi le mot « esclave ». Robespierre, à ce moment-là, est de ceux qui s'opposent à cette idée-là, en disant que si le mot « esclave » apparaît dans la loi, ça veut dire que constitutionnellement, l'esclavage est reconnu par la France, ce qu'il refuse comme idée, puisque la Déclaration des droits disait que les hommes naissaient libres et égaux en droit. Il fallait donc respecter cette déclaration. Ça ne voulait pas dire pour lui que l'esclavage devait être aboli tout de suite, comme beaucoup ils pensaient que l'esclavage pouvait être aboli progressivement, mais il ne fallait surtout pas reconnaître l'esclavage de manière à en permettre l'abolition plus tard. Le même mois de mai 1791, Robespierre demande l'abolition de la peine de mort. Il n'est pas le seul, là encore. Bon, la mesure ne va pas passer dans l'immédiat, mais il argumente en disant que la peine de mort est quelque chose qui est tout à fait intolérable, que sur les principes, elle n'est pas défendable, et que la France se doit de faire disparaître ce meurtre juridique.